Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bonjour Alexandre. Bonjour David. On vous propose, il est maintenant 9 heures et 9h30 et quelques, de démarrer donc ce webinaire donc consacré au sujet de l'électrification des flottes de véhicules d'entreprise. Le titre étant plus précisément donc réussir son projet d'électrification de flotte. Ce webinaire en fait, vient clôturer, en sachant qu'il y a aussi encore une autre session, prévue jeudi après-midi. En tout cas, c'est le dernier webinaire de cette année, 2023 et qui vient clôturer en fait un cycle consacré donc à l'électrification des flottes, notamment à l'occasion des rendez-vous à LD Mobilité. Peut-être que certains d'entre vous ont pu, y assister, dans les différents mobility centers, présents partout en France. Donc, ça s'est, passé, je dirais, entre le mois d'octobre et le mois de novembre, sur, 13 ou 14 dates, je crois. Avant de démarrer sur le sujet et le sommaire, une précision, concernant, les éventuelles questions qu'il pourrait y avoir, suite à notre présentation. On vous propose de les poser via le module de chat au fur et à mesure et on gardera un temps avec Alexandre donc au terme de la présentation, pour traiter, les questions en fait, hein. Alors, pour le sujet du jour, donc un sujet qui, vraiment est, je dirais au cœur des préoccupations des gestionnaires de flotte et de mobilité, le sujet de l'électrification de la flotte. On a prévu de revenir, de traiter le sujet en fait en 4 temps. Le premier, simplement un petit peu en guise d'introduction, c'est de refaire un point un petit peu sur, les sujets de décarbonation dans les transports en général. Ensuite, on se posera la question, même si on a un petit peu la réponse, de savoir si finalement, le passage électrique, est-ce qu'on est finalement aujourd'hui au bon moment, pour se lancer dans cette démarche? On abordera également en troisième point donc la question de la stratégie de recharge, entre la recharge, sur site, la recharge en itinérance, la recharge aussi également au domicile et puis de manière plus générale, on essaiera d'aborder un peu le sujet de méthodologie et d'accompagnement, avant de passer, au chapitre, des questions en fait. Alors pour, démarrer donc, ce webinaire, donc 1er sujet en introduction, donc le sujet de la décarbonation, savoir un petit peu, où est-ce qu'on en est en fait, hein. Alors comme vous le savez, il y a, de gros enjeux, aujourd'hui autour du réchauffement climatique, hein. On sait aujourd'hui que les personnes qui le contestent en fait ne sont plus, très, très nombreuses. Le sujet s'est progressivement, imposé à nous et on sait tous que, finalement, on doit essayer de faire en sorte d'adopter des mesures qui vont permettre de contenir au maximum ce réchauffement climatique et que ça passe, en grande partie par, la baisse des émissions de gaz à effet de serre. Le secteur des transports est un sujet, important, finalement même le 1er en l'occurrence dans ce chapitre-là, parce que c'est en fait, si là vous avez à l'écran donc l'ensemble des émissions, de gaz à effet de serre au niveau national, au niveau du territoire français et ce qu'on voit, c'est que finalement le 1er poste d'émissions de gaz à effet de serre, c'est le secteur des transports. Alors quand on parle secteur du transport, on pense, au maritime, à l'aérien, aux poids lourds et cetera, mais finalement, cette partie-là n'est pas si importante que ça. Le gros des émissions de gaz à effet de serre, le gros des émissions, carbone dans le domaine des transports, donc c'est, les véhicules légers, qu'il s'agit des véhicules particuliers d'entreprise ou, les véhicules, classiques des Français et puis également les véhicules utilitaires, légers en fait, hein. Donc finalement, tout ça pèse pour, l'ensemble du secteur du transport, donc pèse pour, 30 des émissions, de gaz à effet de serre et avant finalement l'agriculture, hein, qui représente un petit peu moins de 20 et idem pour le secteur, résidentiel et tertiaire, ou même l'industrie les 3 pesant quasiment, 20 chacun. Mais donc 1er secteur à avoir bien ça en tête, je dirais, le secteur des transports, d'où, les actions finalement qui sont attendues dans ce domaine-là et aussi la réglementation, que l'on connaît et sur lequel on reviendra pas forcément, aujourd'hui, mais bon, tout le monde a entendu parler de la LOM, des objectifs de verdissement de flotte, bien évidemment, en fait. Alors, pour vous donner aussi un petit peu, de la visibilité sur la trajectoire qui est attendue, ici, vous avez toujours pour la France, donc l'évolution, des gaz à effet de serre, sur, le secteur du transport et je dirais sur les 30 dernières années. On a vu finalement plusieurs périodes. Une
première période où ça a continué, je dirais de 90 à 2005, les émissions, de gaz à effet de serre ont continué à augmenter, de l'ordre de 15. Et puis ensuite, 2005, c'était un petit peu le plateau et ça a commencé doucement, très doucement à diminuer. Entre 2005 et 2015, la diminution en fait des émissions de gaz à effet de serre a été de l'ordre de 0,8 millions de tonnes, équivalent CO2 donc sur cette période, ce qui est assez faible et ce qui est attendu, hein, notamment dans le cadre de la stratégie nationale bas carbone, hein, la SNBC, c'est une baisse, de 30 d'ici 2030 versus 2015. Donc c'est un gros effort, et qui d'ailleurs qui devra être poursuivi, par la suite, hein, jusqu'à 2050. Mais c'est déjà un très gros effort qui est demandé là sur la période, je qui va jusqu'à 2030 en fait, hein. Donc grosso modo, ça nécessiterait de, multiplier par 5 l'effort qu'on a pu, connaître, sur la période 2005-2015 en fait. Donc voilà, ça nous semblait important de resituer ça. Voilà, à la fois le poids, du secteur du transport, qui est finalement très important et puis également, finalement l'effort et la cible qui est attendue, par l'ensemble des acteurs, en fait. Alors cet effort-là, finalement, il porte aussi, en partie sur les entreprises. Aujourd'hui, on va traiter du sujet de la flotte, de véhicules, mais il y a à côté de ça, il y a aussi d'autres sujets, tels que la mobilité des collaborateurs en dehors de la flotte, les personnes qui viennent travailler, sur site, tous les jours. Donc ça, c'est un autre sujet également qu'on pourra traiter, dans un autre, je pense, à un autre, webinaire, en fait. Alors, après ces quelques rappels sur les émissions, de gaz à effet de serre, une première question finalement, la question un peu que tout le monde se pose, c'est est-ce que finalement l'électrification, le recours aux véhicules électriques, est-ce qu'aujourd'hui c'est le bon moment? Est-ce que c'est trop tôt, trop tard? Alors quelques éléments de réponse par rapport à ça. Hem, le premier c'est, concernant donc, le sujet qui nous intéresse, donc la France. Aujourd'hui, ce que vous avez à l'écran ici, c'est, issu en fait du Mobility Guide, donc qui est un guide qui est édité donc, chaque année, par, ALD LeasePlan et qui va qualifier sur un certain nombre de critères, donc la maturité, des différents pays en Europe, enfin et même dans le monde, sur le sujet de l'électrification. Les critères qui sont pris en compte, c'est le taux, je dirais, de pénétration des véhicules électriques sur le marché, le déploiement plus ou moins important de l'infrastructure de recharge, les aspects fiscalité et réglementation, l'offre également de véhicules, les aspects TCO, parce que le TCO du véhicule électrique, selon les pays et c'est grandement lié à la fiscalité aussi, est placé ou pas. Et puis, également, la manière aussi dont est produite, l'électricité, qui est un critère aussi important et qui joue là aussi en faveur de la France, en fait, hein. Alors ce qu'il faut retenir, c'est simplement que, la France, fait partie, aujourd'hui donc des pays, dits développés, hein, la catégorie, 1re catégorie de pays donc, en fait, des pays qui sont, matures sur ce sujet-là. Alors on fait pas partie du peloton de tête, hein. Les pays, je dirais les plus propices à l'électrification, ce sont en fait, la Norvège, les Pays-Bas et puis la Suède, en 3e position. La France, donc on arrive juste au seuil des 60 points sur 100, donc pour être dans cette 1re catégorie, mais on va dire qu'on est quand même déjà, maintenant, les indicateurs sont quand même assez au vert. On fait partie voilà du pool des pays, finalement matures sur ce sujet-là. Donc ça c'est un premier élément qui nous fait dire qu'on peut y aller, déjà. Alors juste pour qu'on fasse un focus justement sur sur le marché du véhicule électrique et plus particulièrement la stratégie des constructeurs
autour du véhicule électrique. Aujourd'hui, on compte un peu plus en VP, en tout cas, un peu plus de 103 véhicules versus 92 l'année dernière. Ce qu'il faut juste comprendre, c'est la stratégie des constructeurs. Vous voyez à l'écran ici, on ne va pas rentrer dans chaque modèle, hein, bien évidemment, mais l'idée, c'est, vous le voyez, beaucoup de véhicules premium aujourd'hui sont proposés. Beaucoup de constructeurs ont finalement axé leur recherche et développement et ont financé cette recherche et développement au travers des véhicules dits premium pour ensuite étendre un peu leur gamme au niveau des marques généralistes et également au niveau des citadines. Donc voilà, le marché est en train vraiment de se développer sur le véhicule électrique, plus particulièrement sur le VP, versus le VU qui est un peu plus en recul, on va dire. On compte un peu plus de 24 VU à 2022, aujourd'hui équipés avec des plus petites batteries qui peuvent correspondre à certains besoins. Mais voilà, en tout cas, le marché des constructeurs voudrait que les véhicules premium financent du coup un peu la recherche et développement pour les autres véhicules. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la mode a été pendant un temps au SUV et demain, très probablement que cette mode va peu à peu disparaître pour repasser sur des berlines. Alors qu'on se le dise, hein, les véhicules électriques embarquent des batteries, donc forcément, à un moment donné, le châssis est un tout petit peu plus élevé qu'une berline thermique, mais le marché du véhicule électrique va progressivement passer sur des berlines, de sorte à ce que le véhicule soit moins lourd aussi. Quelques nouveautés qui sont attendues en cette fin d'année et puis pour l'année 2024, on compte notamment la Peugeot i3008, la i408 aussi, hein, toujours dans la marque Peugeot, le Renault Scénic, le Renault 5 e-Tech qui devrait sortir à la fin de l'année prochaine, la Volkswagen ID.7 et la Mini Cooper SE, donc qui feront partie du paysage du véhicule électrique l'année prochaine. Là, on voit quand même que le paysage a finalement bien évolué, ne serait-ce que si on se remettait, 3-4 ans en arrière, on avait quand même beaucoup, beaucoup moins de choix. Le choix donc, s'étend et sur le véhicule utilitaire aussi, peut-être une précision, c'est qu'on commence à arriver donc à des générations de véhicules, pour certains qui passent les 300 kilomètres, d'autonomie, WLTP. Alors il faut évidemment remettre ça en conditions réelles, mais je pense notamment, voilà, aux nouveaux utilitaires de type Kangoo, le e-Transit et cetera. Et puis, prochainement, donc sera attendu sur les gros VU, Master, Jumper, Boxer, donc des autonomies qui vont même aller un peu au-delà de 400 kilomètres, là encore théorique, mais c'est quand même, des progrès assez notoires sur la partie, véhicule utilitaire, en fait. L'enjeu du véhicule utilitaire se trouve pas forcément au niveau du volume utile, hein, puisque la batterie est plutôt logée sous le châssis du véhicule. Mais vous l'aurez compris, l'enjeu, il est surtout au niveau du poids de la batterie et de la charge utile, du coup, présente dans le véhicule utilitaire, qui doit être optimisée dans le cadre justement où on embarquerait des batteries. Donc on voit finalement que le véhicule électrique avec plus de modèles, des autonomies aussi qui progressent, donc maintenant Alexandre donc permet dans une certaine mesure d'effectuer des trajets Oui. plus importants que précédemment finalement. Exactement, et c'est l'exemple ici d'un collègue, hein, sur du trajet réel. On a voulu montrer cette slide parce que on pourra sortir les plus belles slides avec les meilleures autonomies WLTP. Il est vrai que c'est toujours bien de se rendre compte au réel un trajet, comment ça peut se passer finalement. Alors là, ici, dans cet exemple, on a un trajet Toulouse-Paris, hein, globalement, avec un Kia e-Niro, donc qui est très développé, hein, en termes de véhicules électriques chez AID Automotive, qui propose aussi des autonomies assez intéressantes. Ici, en WLTP, on est à 460 km d'autonomie donnée par le constructeur, du coup. Vu que cette personne a roulé beaucoup sur l'autoroute, on est tombé, et c'est là aussi que, on peut avoir des différences, hein, comme le disait, David tout à l'heure, entre, la donnée constructeur et la donnée qui est réelle, là sur l'autoroute pour le coup, qui est tombée à 300 km d'autonomie. Ce véhicule est équipé d'une recharge à 11 kW en courant alternatif et 72 en courant continu. Donc ce trajet-là fait 680 km, donc de Toulouse à Paris. Dans ce trajet, donc la personne a mis 6 heures finalement, a passé 6 heures sur la route et 1h15 sur la recharge. Il s'est arrêté 2 fois, donc du coup, une première fois sur, une première aire de repos, et on y reviendra d'ailleurs, sur le sujet des aires de repos, donc sur une borne Electra, donc il a passé,
il a passé un peu de temps dessus. Sa charge, à titre d'information, lui a coûté pour 42 kWh 20,50 €. Et ensuite, il en a profité pour s'arrêter plutôt là en station de supermarché où il a pu, justement se recharger donc, à 40 kilowatts et ce coût en tout cas donc à Châteauroux lui a coûté, 21 €, donc, lui a coûté 21 €. Donc, voilà, l'idée c'est ici vraiment de vous projeter ce qu'on peut faire réellement avec un véhicule électrique sur l'autoroute. Vous voyez, les 2 arrêts correspondaient finalement à des arrêts soit de pause déjeuner ou soit des arrêts qu'on aurait effectués pour, prendre un café ou aller se dégourdir les jambes. Considérer que la première pause, elle est transparente finalement, on est sur du Oui, temps masqué avec la pause déjeuner oui. et la seconde, bon, bah, c'est un arrêt un peu plus long peut-être que ce qu'on aurait fait avec un Mmh, véhicule thermique, mais 35 minutes, c'est pas non plus, tant que ça. mmh. Et au final, on voit voilà que les longues distances, on peut maintenant les envisager avec des véhicules électriques qui sont pas non plus voilà que les performances du Niro sont très bien, mais c'est pas non plus les meilleures autonomies, il y a également mieux sur le marché, hein, bien sûr. Mmh. Donc tout ça aussi, Alexandre, bah, est rendu possible avec le développement finalement du réseau de bornes de recharge publiques. Oui, alors c'est vrai que là-dessus, on comptait beaucoup et on se rend on se rassure en tout cas au travers de ce réseau de recharge publique. Ce qu'il faut juste savoir aujourd'hui, vous connaissez probablement le chiffre, hein, on est aujourd'hui à un peu plus de 100 000 bornes de recharge. On a dépassé ce cap-là cette année de 100 000 bornes de recharge. Juste pour faire, un peu machine arrière et on voulait le faire justement avec David et Johan parce qu'on trouvait que c'était intéressant. Septembre 2020, la même photo, on était à 29 300 bornes installées. Ce qui veut dire qu'on a fait un bond en l'espace de 3 ans d'un peu plus de 70 000 bornes, voire même plus. Et vraiment, on sent que le réseau est en train de se densifier. On parle aussi là du deuxième objectif qui a été donné par le gouvernement d'atteindre les 400 000 bornes de recharge en 2030. Et ça, ça va être vraiment le cap, on va dire, encore plus important. On sait aussi, que ce réseau de bornes de recharge, c'est surtout densifié sur les autoroutes, les aires de repos notamment, avec une couverture qui est quasi intégrale maintenant sur les aires de repos, avec une station tous les 50 kilomètres et la quasi-totalité des aires de repos, aujourd'hui qui sont équipées de bornes de recharge rapide. Vous l'avez vu, hein, très probablement l'été dernier avec les bornes de recharge Total, hein, qui se sont beaucoup développées sur le réseau routier, et puis d'autres marques aussi qu'on ne connaissait pas, hein, qui ont vu le jour sur les autoroutes et qui nous permettent de mieux nous rassurer, en tout cas, sur la possibilité de se charger sur les aires de repos. Donc voilà, et ça va encore croître dans les années qui viennent. Oui, puis, en complément et pour, répondre à un commentaire, effectivement qui a été posté. Aujourd'hui, en termes de disponibilité, en fait, il y a pas de problème vraiment de disponibilité, bien au contraire, en fait, hein. Bien souvent, lorsque l'on va, s'arrêter sur une borne pour, recharger, on ne fait pas la queue et on a même bien au contraire aujourd'hui, maintenant vu le nombre de bornes qui a été installé, un ratio très favorable, très souvent, bah, finalement, on se rend compte qu'il y a un, deux, trois, 4 véhicules qui vont recharger, là où on a parfois 10-12 points de charge, potentiels. Après évidemment, il va falloir que mais bon ça c'est l'objectif, hein, 400 000 points de charge en 2030. Il va falloir que tout ça évolue évidemment avec, la croissance du parc, électrifié en fait. Donc finalement, du point de vue de la maturité globale, on a vu que les indicateurs étaient plutôt au vert. Du point de vue des gammes de véhicules, même si on ne couvre pas non plus tous les besoins, on voit aussi que ça a quand même il y a vraiment une offre qui est assez dense maintenant, que les autonomies, là aussi, permettent d'envisager, des trajets plus longs que ce qu'on pouvait faire, envisager il y a quelques années en arrière avec les 1res générations de véhicules électriques, que le réseau de bornes de recharge s'est quand même très, très bien développé et que ça va continuer. Il y a un aspect évidemment très important, pour l'entreprise, c'est la question du TCO, en fait, du véhicule électrique. Là-dessus, on a mis donc ce slide, peut-être que vous avez déjà vu. L'idée ici, c'est de comparer en fait, le TCO d'un véhicule, diesel en gris,
En bleu et qui nous sert de base de référence, donc la version essence. Donc on est là sur un 3008 diesel et essence, hein, les 2 premières, en gris diesel, en bleu essence et en vert donc dans la mesure où il n'y avait pas encore le futur i3008, donc on a mis en face donc le Volkswagen ID.4 avec la batterie de 77 kWh, donc la grande batterie en fait, hein. Alors là, on est sur une hypothèse d'un contrat de 36 mois, 90 000 km et finalement on aurait à peu près ce genre d'écart, même sur un 48 mois, par exemple, en fait, hein. Ce qu'on voit, c'est que, évidemment, on est encore sur des coûts, plus importants et ça va être encore le cas encore pendant quelques années, des coûts de production plus importants sur les véhicules électriques, moins de remises aussi accordées par les constructeurs. Donc ce qui fait qu'on a, des loyers avec services qui sont, plus élevés. Ici dans l'exemple, en gros, le véhicule électrique, loyer et service, revient donc 28 points plus cher, on va dire, que, la version essence qui nous sert ici de base 100 en bleu. Sur le poste énergie, à l'inverse, on va avoir un gain très net en faveur de l'énergie, de l'électrique, pardon, en sachant qu'ici dans la simulation, après on peut prendre d'autres hypothèses, mais on s'est, mis dans une situation où on avait 80 de recharge à domicile versus 20 de recharge, publique. Après on peut voilà, encore on peut changer les hypothèses, mais malgré tout, on a, quel que soit le scénario adopté, un gain quand même qui est en faveur du véhicule électrique sur le poste énergie. Même si le coût de l'électricité a augmenté, on voit que c'est aussi le cas du coût du carburant par ailleurs, en fait, hein. Mais surtout, ce qui explique la différence, c'est la partie fiscalité, parce qu'on a pas mal d'éléments, on va le voir après sur le slide suivant, qui jouent en faveur du véhicule électrique. Au final, finalement, quand on va, cumuler un peu tous ces postes, pour arriver au TCO, mensuel, on se rend compte ici et là on est sur la fiscalité 2023 que, finalement notre véhicule électrique, qui était bien plus élevé en termes de loyer au départ, ressort avec un TCO finalement, mieux placé, de l'ordre de 9 points pardon, plus bas que le véhicule, bleu, donc le véhicule essence en fait, hein. Alors je précise aussi que, on est là, sur le coût d'énergie. On a pris en compte le coût de l'énergie, mais pas le coût d'une borne de recharge. Maintenant, le coût d'une borne de recharge, on pourrait le faire passer, et même en rajoutant le coût de la borne de recharge, notamment au domicile, on serait encore en deçà, du véhicule, essence, en fait, hein. Ça, c'est sur la fiscalité 2023. On a travaillé déjà un petit peu, alors c'est pas à l'écran, mais on a travaillé sur la fiscalité 2024 et on voit que l'écart se creuse, en fait. Dans le même exercice, 2024 avec la fiscalité 2024, alors on attend la promulgation, hein, du projet de loi de finances, mais en fonction d'éléments dont on a déjà connaissance, bah, en fait, l'écart, là où on avait 9 points, il serait plutôt même à 15 points. Donc ça vaut surtout pour les véhicules, particuliers, c'est moins le cas pour les véhicules utilitaires, hein, mais en tout cas pour les véhicules particuliers, tout ce qui est véhicules de fonction notamment, on peut considérer qu'il y a un vrai avantage économique, maintenant sur le véhicule électrique. Alors qui repose quand même pour l'essentiel sur la fiscalité, mais qui est vraiment à prendre en compte en fait, hein. Alors quand je dis qu'il repose sur la fiscalité, vous avez ici à l'écran en fait, les principaux éléments à prendre en compte dans le TCO du véhicule électrique en rubrique fiscalité. Le premier point, c'est le bonus écologique, qui reste, qui entre guillemets «qui reste là», hein, donc ça reste une donnée, encore valable. La seule évolution par contre importante quand même à mentionner pour 2024, c'est, que, parmi les critères, va s'ajouter un critère de score environnemental. Donc en fait, les véhicules vont avoir un score qui va leur être donné. En fait, les constructeurs d'ailleurs ont remis leur copie, fin octobre et les données sont en train d'être analysées par l'ADEME actuellement et mi-décembre, donc on attend la liste des véhicules qui vont être éligibles au bonus pour, 2024. Alors ce score environnemental, on peut le voir comme une mesure protectionniste. Très certainement, c'est le cas, mais c'est quand même quelque chose aussi qui est intéressant du point de vue, je dirais du bilan carbone des véhicules, électriques, parce que ça va pousser les constructeurs aussi à être plus transparents et à fournir plus de données, sur effectivement l'impact, CO2, notamment de la production des véhicules et du transport des véhicules. Alors ce qu'on voit quand même, c'est que les véhicules, notamment produits, en Asie, seront fortement pénalisés, et probablement ne bénéficieront pas du bonus. Alors notamment des modèles, c'est important à préciser, tels que la MG4
un modèle qui a pas mal, enfin qui a remporté pas mal de succès auprès des particuliers et des flottes, mais peut-être aussi certaines Tesla, ou des modèles comme le Volvo EX30 là, qui est produit en Chine. Donc ce qui d'ailleurs va pousser, je pense, à terme les constructeurs à revoir. Parfois, certains vont peut-être, transférer une partie de la production en Europe. Je prends l'exemple de Volvo, ils envisagent déjà apparemment, ça ne se fera pas sur 2024, mais un transfert d'une partie de la production à Gand, en Belgique, donc à partir de 2025, en fait. Vous avez l'exonération de ce qu'on appelait avant la TVS, hein, taxe sur les émissions de CO2. Aujourd'hui, donc c'est la taxe sur les taxe sur les émissions de CO2 et taxe sur les polluants atmosphériques, donc ça c'est important. Le fait de pouvoir bénéficier de plafonds plus élevés sur les amortissements non déductibles, encore valable jusque fin d'année, on verra par la suite, mais pour l'instant, en tout cas, on est fixé jusque fin d'année, c'est l'abattement de 50% sur les avantages de nature, sur le véhicule 100% électrique. Donc voilà, pas mal d'avantages et également sur la partie assurance, même si ça évolue un petit peu, on a toujours l'exonération de la taxe, spéciale sur les conventions d'assurance, donc qui est maintenue, pour 2024, elle sera de 100% l'année 1 et ensuite l'année 2 de 50% et l'année 3 de 0%. Donc ça diminue un petit peu, mais ça reste quand même, malgré tout en place, en fait. Donc ça, c'est concernant le véhicule électrique. À côté de ça, bon, c'est pas l'objet, de ce webinaire et on y reviendra en tout début d'année avec un autre webinaire sur la fiscalité, 2024, mais on a vraiment un durcissement de la fiscalité sur les autres véhicules, les véhicules thermiques notamment, avec, durcissement du malus, abaissement du seuil sur le malus au poids, TVS, grosse évolution sur la TVS avec des barèmes qui sont déjà connus jusqu'en 2027 et où ça fait, entre guillemets, «ça fait mal». Donc voilà, durcissement de la fiscalité sur le véhicule thermique et à l'inverse, le véhicule électrique, globalement, même s'il y a des évolutions sur le bonus avec le score environnemental, mais conserve ses avantages, en fait. Et d'où ce qu'on a pu voir, tout à l'heure en termes d'écart de CO2 de TCO, sur le slide précédent, en fait. Donc finalement, tout ça, nous fait dire qu'aujourd'hui, c'est, le bon moment, en tout cas, de démarrer à minima, même si selon le stade d'avancement, certaines entreprises sont même au-delà du démarrage, certaines même sont au cap, quelques-unes, de passer au 100% électrique dans leurs commandes. C'est des choses d'ailleurs qu'on a pu constater avec Alexandre lorsqu'on a, visité les différents mobility centers et rencontré donc les clients, chose qu'on nous voyait quand même très, très peu avant. On a vu quand même maintenant quelques clients qui, ça y est, avaient pris la décision de passer en full électrique, pour l'ensemble de leurs commandes à partir de 2024. Bon, ça reste encore une minorité, mais ça c'est des choses qu'on commence à voir, en fait. Peut-être, David, je vois Mmh, quelques questions passer mmh, pour apporter des précisions sur les 2 slides oui, qu'on vient de passer. oui, Alors il y a oui voilà, notamment celle-ci, l'étude sur, là ici portée essentiellement, c'est pour répondre à une question portée essentiellement sur le véhicule essence ici. Alors après, on pourra effectivement et si vous souhaitez l'étudier d'ailleurs, c'est quelque chose, hein, on en parlera tout à l'heure, mais qu'on fait avec nos clients. Si vous souhaitez étudier aussi la motorisation hybride, et ben, bien évidemment qu'on est ouvert à ce calcul TCO avec ouais. vous. Alors l'hybride rechargeable ressort globalement sur la 2024, ressortira même niveau que le diesel, donc plus élevé que l'essence souvent. Même en prenant un scénario de recharge, on est un peu au-dessus de l'essence finalement, parce qu'on a quand même des véhicules qui sont coûteux à l'achat, double technologie, hybride et thermique et puis, il y a plus grand-chose en termes d'avantages fiscal et dès lors qu'on retraite les consommations pour bien sûr se remettre en conditions réelles, on sait très bien qu'un PHEV va pas consommer 1,5 litre comme, ça nous est annoncé, via le protocole, WLTP. Donc dès lors qu'on retraite un peu des données de consommation, on se rend compte que voilà, en termes de TCO, même dans le meilleur scénario, on arrive un peu au-dessus du véhicule thermique essence et finalement donc là encore entre PHEV ou full électrique, il y a vraiment pas photo. Il y a un intérêt économique à aller directement. D'ailleurs, c'est un peu l'enjeu qu'on voit chez beaucoup de nos clients, c'est est-ce que dans ce processus d'électrification, est-ce que finalement c'est encore pertinent de passer par la case intermédiaire du véhicule hybride rechargeable ou d'aller maintenant directement, sur l'électrique? On pense que c'est plutôt, nous la seconde, réponse, et qu'aujourd'hui un collaborateur qui, est éligible à un PHEV, finalement, il est aussi sur un full électrique, vu les autonomies, que l'on voit, et dont on a parlé tout à l'heure, en fait.
Oui. Et deuxième peut-être question, Mmh. parce que précision qu'on pourrait apporter aussi vis-à-vis de l'énergie et comment on a calculé le coût de l'électricité, notamment parce qu'il y a des questions qui se posent sur quel est le poids de l'énergie dans le coût du kilowattheure, notamment. Qu'est-ce qu'on a pris comme référence Alors, en termes de coût d'énergie? on a pris, un coût d'énergie donc, alors donc là, l'hypothèse qui a été retenue, c'est 80 de recharge au domicile, versus 20 de recharge publique. Recharge au domicile, alors j'ai plus en tête exactement, quand on a fait cette étude-là, mais on est sur, 20 et quelques centimes, du kilowattheure et sur la recharge publique, on a fait un mix de 10 sur de la recharge conventionnelle et 10 de recharge rapide. Et on doit être sur un coût moyen aux alentours, je pense, de 50 centimes à peu près, 45 ou 50 centimes, du kilowattheure, de mémoire. Oui, le bonus, est-ce qu'il s'applique aussi aux véhicules, le score environnemental, est-ce qu'il s'applique aussi aux véhicules utilitaires? À notre connaissance, oui, tout à fait, pour 2024, hein. Alors, un sujet, central évidemment, quand on va, aborder le sujet de l'électrification, c'est quelle stratégie adopter en matière de recharge, Alexandre? Alors, comme on l'a dit, hein, effectivement, et ça, c'est le marché qui le dit, et même à l'usage, on se rend compte que ça se confirme. Une grosse majorité aujourd'hui des recharges se font essentiellement en entreprise et au domicile de vos collaborateurs. Les 10 restants, c'est quand ils sont sur la route en itinérance. Et là, ici, l'objectif, et aussi pour nous à LD, c'est de pouvoir adresser finalement cet ensemble d'écosystèmes de recharge. Alors, on va rentrer dans le détail, on va commencer d'ailleurs par la recharge en entreprise. L'idée ici de la recharge en entreprise, il faut juste se projeter par rapport aux besoins qu'on avait à l'époque et aux besoins d'aujourd'hui. À l'époque, une simple prise, de recharge suffisait pour, avoir pour accéder en tout cas à cette recharge électrique. Dorénavant, le marché a beaucoup évolué et on va installer de plus en plus de bornes de recharge. Là, on parle de recharge sur site, de plus en plus de bornes de recharge, en face de nos véhicules électriques et n'omettez pas du coup, première chose, c'est, n'omettez pas de la supervision de charge. Ça, c'est très important. Vous le voyez à l'écran, c'est des fonctionnalités qui vous aideront à notamment à mieux gérer vos bornes. Heu, on parle par exemple d'analyses, hein, qui pourront servir à calculer vos TCO réels qu'il y a eu sur le véhicule électrique. Également, la gestion de l'énergie. Certains, vous êtes peut-être dans l'industrie, vos véhicules vont arriver, vous aurez peut-être besoin d'énergie, de puissance pour démarrer vos machines et vos usines. Et ben, on va affecter en priorité la puissance au démarrage de ces machines et après à la recharge du véhicule électrique. Donc ça, c'est une des fonctionnalités qui est assez intéressante et que propose notamment notre partenaire ChargePoint, c'est la gestion de l'énergie. Une autre solution qui est très importante au travers de la liste d'attente, hem, ici on va pouvoir, finalement on n'aura pas une borne qui sera installée en face de chaque place de parking. Là, ici, c'est de se dire: «J'arrive le premier, je me charge et quand j'ai fini de me charger, la personne qui se sera inscrite sur la liste d'attente va pouvoir à son tour aller se recharger via un système de notification». Donc ça, c'est vraiment de pouvoir gérer finalement au sein d'une même journée une sorte de rotation entre les différents collaborateurs. Le contrôle d'accès aussi, ça c'est très important. On partage des fois des parkings avec, d'autres entreprises, voire ce parking est des fois pas clôturé, j'ai envie de dire. Donc on ne voudra pas qu'un voisin ou un étranger, en tout cas de l'entreprise, vienne se brancher gratuitement et vienne, prendre de l'énergie gratuitement au sein de cette borne de recharge. Donc le contrôle d'accès va être aussi très important. Peut-être aussi que les bornes vont, vous souhaitez les mettre à disposition du public et mettre en place un système de tarification. Donc ça aussi, c'est géré au travers de la supervision de charge et puis bien évidemment tous les services qu'on va pouvoir apporter aux conducteurs, au travers de l'assistance, l'accompagnement et la gestion de flotte. Autre chose aussi, et je terminerai là-dessus sur la recharge sur site, essayez d'anticiper de l'avenir. Ne mettez pas une borne si je reçois qu'un seul véhicule électrique. Pensez à électrification
à l'avenir, pensez à les véhicules électriques que je vais recevoir dans les quelques années, au moins pour penser génie civil et penser câblage et penser aussi à puissance. Parce que mine de rien, aujourd'hui, effectivement, si vous regardez par exemple en 22 kilowatts en chargeur embarqué, on n'a que la gamme Renault et le Porsche Taycan hein, qui sont équipés de ce type de chargeur-là. Demain, très probablement que les constructeurs vont aussi travailler sur un chargeur en 22 kilowatts. Installer des bornes en 22 kilowatts, c'est un peu anticiper l'avenir. C'est un câblage qui est différent aussi. Peut-être qu'aujourd'hui, vous allez installer une borne, mais au moins prévoyez le génie civil pour installer les bornes qui correspondront à votre électrification de flotte à terme. Voilà, donc ça, c'était pour la recharge sur site. La recharge à domicile aussi est un sujet, il ne faut surtout pas l'omettre parce que vos collaborateurs sont pas forcément rattachés au quotidien à un site. Ils sont pour certains d'entre eux délocalisés et donc il va falloir leur proposer des solutions de recharge. Ça fait partie de la deuxième planète hein, d'ailleurs qu'il faut aligner après l'usage du véhicule. Est-ce que j'ai le bon usage? Et derrière, est-ce que j'ai de quoi me recharger? La recharge à domicile fait partie maintenant du paysage de l'électrification de flotte. Et on le propose chez ALD Automotive au travers d'une location longue durée de bornes qui va de 12 à 60 mois, qui est une borne équipée d'un compteur qui va jusqu'à 7,4 kW, donc qui est la puissance maximum admissible en monophasé au domicile des collaborateurs. Notre forfait de location, notre offre de location longue durée sur la borne de recharge inclut également un forfait d'installation à domicile. Ce forfait d'installation, c'est dans le but de couvrir finalement un maximum d'installations que le collaborateur en fait n'aurait pas à régler du coup, mais qui serait compris dans l'offre de location. Donc ce forfait de location, globalement, hein, on couvre les installations qui sont dans le garage ou tout juste à la sortie du garage. Et voilà, donc via ce forfait d'installation, en tout cas, vous avez globalement l'esprit tranquille. Et une prestation très importante qui est le service de remboursement de la recharge à domicile. Dans le cas d'un véhicule thermique, vous donnez très certainement une carte carburant à vos collaborateurs. Là, ici, le même collaborateur va vous dire, mais en fait, moi, cette énergie-là, je la puise au sein de mon domicile, je la paye à mon énergéticien et donc, du coup, j'aimerais pouvoir être remboursé de cette énergie que je paye à mon énergéticien. Donc, grâce au compteur qu'on a intégré dans la borne de recharge, on va pouvoir calculer un coût du kilowattheure, enfin une consommation au kilowattheure multipliée par un coût du kilowattheure qui aura été renseigné dans la borne par le collaborateur et plafonné par l'entreprise, bien évidemment, de sorte à éviter que le collaborateur mette 80 centimes du kilowattheure à domicile. Voilà l'idée, en tout cas, c'est une offre qu'on commercialise depuis quelques temps déjà, qui a de plus en plus de succès, en tout cas chez nous, parce qu'on le sait, certains collaborateurs sont en délocalisé et ne peuvent pas se recharger en entreprise. Alors, il y avait une question aussi, Alexandre, sur le comment est-ce qu'on techniquement on effectue le contrôle des accès sur les bornes de recharge en entreprise. Donc, Alors, le contrôle des accès, c'est assez simple, hein, finalement. Il peut se faire de différentes manières. Il peut se faire, d'une part, avec tout simplement une carte, hein. C'est-à-dire que, j'ai une carte ChargePoint ou auprès d'un autre opérateur, hein, d'ailleurs, ça peut être, ça ou au travers d'une application. Alors soit je l'ai j'ai la même carte physique déportée dans mon wallet, dans mon téléphone, ou alors je déclenche la charge via l'application. Voilà, le contrôle d'accès se fait de cette manière-là. Quelqu'un qui viendrait juste se brancher sans passer le badge ou sans déclencher la charge via son application ne pourrait pas se charger. hem, alors, peut-être une précision aussi, puisque j'ai vu une question par rapport à ça. Notre propos aujourd'hui, c'est pas de dire que tous les collaborateurs, peuvent forcément, passer, sur de l'électrique, en termes d'usage, hein, parce que une personne, qui est le cas des collaborateurs qui effectuent, je crois 50 000 ou 90 000 kilomètres par an. Donc, effectivement, il y a une partie des collaborateurs qui, en termes d'usage, vont pas encore rentrer dans la bonne cible, hein. Et donc, ceux-là, il va falloir effectivement les laisser probablement encore en véhicule thermique, quelque temps. Il y a aussi une autre limitation sur la question effectivement de la recharge au domicile. Là, on a évoqué le cas de la recharge, en maison individuelle, mais il y a aussi un des points durs, qui reste malgré tout, c'est la question de la recharge, en résidence collective, hein, quand on a des collaborateurs qui habitent notamment en appartement. Là, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que, c'est l'idée étant plutôt d'y aller quand même,
au cas par cas en fonction, de est-ce que, la résidence est, déjà soit équipée, ou soit en cours, hein. Il y a beaucoup aujourd'hui quand même beaucoup de résidences qui sont en cours, d'équipement. Donc dans ces cas-là, oui, et si c'est pas le cas, c'est pas impossible, mais ça nécessite vraiment d'anticiper, à minimum, et ce qui est pas évident, hein, mais à minimum 12 à 18 mois en amont, de l'arrivée du véhicule, parce que tout ça, en général, en tout cas quand on est sur des projets, collectifs d'installation ou de prééquipement, passe par des décisions en assemblée générale. Donc, là aussi, on est contraint par le calendrier effectivement annuel des AG. Donc copropriété, on peut le proposer, ALD LeasePlan, notamment sur la partie LeasePlan, a aujourd'hui un partenariat avec, The Plug sur ce sujet-là. Donc on va probablement étendre aussi, sur, l'ensemble de nos périmètres, on va dire. Mais ça nécessite quand même beaucoup d'anticipation. Ça, c'est aujourd'hui, ça reste le point le plus difficile à traiter, c'est effectivement le cas de la copropriété, pardon. Tout à fait. Alors justement, le cas maintenant de la recharge en itinérance, hein, on a vu les deux cas qui couvraient globalement en entreprise et au domicile 90%, hein, comme on le disait, des recharges. La recharge en itinérance, aujourd'hui, on est en train on l'adresse déjà au travers des cartes, hein, des pétroliers que vous connaissez, hein, Total et Total Échelle. Alors, j'ai vu une question passer notamment au niveau des coûts finaux. Quelle est la carte la plus intéressante entre les deux? Ça va dépendre, hein, vraiment du réseau de recharge et des partenariats, hein, qu'ils ont signés avec les différents opérateurs de recharge. Aujourd'hui, il est très difficile, même pour nous, hein, d'estimer quelle est la meilleure carte. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une des 2 cartes suffit déjà à couvrir une majorité aujourd'hui des besoins en itinérance chez les collaborateurs. D'accord? C'est surtout ce qu'il faut retenir, c'est que de toute façon, ça va représenter finalement, il y aura peut-être une différence de prix, mais qui sera tellement infime en itinérance, que voilà. Continuez avec le partenariat que vous avez actuellement avec un des 2 pétroliers, si vous en avez un, et puis voilà, pour adresser cette recharge en itinérance. Autre chose aussi, on est en train également de tester, et peut-être certains d'entre vous sont en train de le tester, c'est notre carte ALD IMSP. Et donc là, l'idée, c'est qu'on souhaite, euh, j'ai envie de dire, comme une majorité aujourd'hui des acteurs du marché, adresser cette recharge en itinérance, à la différence que avec, côté ALD, on aimerait bien, voilà, comprendre un petit peu mieux comment fonctionne cette recharge en itinérance et surtout la rendre plus claire, plus transparente, plus attractive. Je l'ai vu, hein, au travers d'une question qui disait: «Oui, mais les bornes de recharge en itinérance, bah, les coûts varient de 1 à 4», et c'est vrai, hein, aujourd'hui, hein, il suffit, vous allez en région, des fois au cœur des villes, bah, vous avez des tarifs qui sont très avantageux, et quand on va sur les voies rapides, et ben, les tarifs sont un peu plus élevés. Voilà, donc c'est vrai qu'il y a eu, et puis alors, je vous parle pas aussi des tarifications à la durée, des tarifications au kilowattheure, d'autres qui appliquent les 2 types de tarification. Donc nous, on aimerait en fait finalement, on a de cette volonté en tout cas, côté ALD Automotive, de rendre cette donnée un peu plus claire pour vous, cette tarification un peu plus claire, que vous puissiez l'analyser au sein d'un même TCO, avec vos collaborateurs, et pourquoi pas demain aussi, en fonction du trafic généré sur ces différents réseaux de recharge, aller dans un deuxième temps négocier auprès de ces réseaux-là. Mais bon, ça viendrait dans un deuxième temps. Mais voilà, c'est une carte en fait qui serait 100% ALD Automotive et qui vous permettrait en fait finalement d'adresser la partie, itinérance, et qui est en test chez nos clients. Et auprès de nos collaborateurs aussi également. Rendez-vous, on va dire plutôt 2e semestre 2024 sur Oui, ce sujet-là. tout à fait. Une autre chose aussi qu'on a déployée donc pour, Mmh, faciliter, alors c'est une solution d'appoint, mais ça peut répondre à certains besoins. oui. Alors c'est effectivement, là ici l'idée, c'était de se dire finalement, hein, vous l'avez compris, on adresse plutôt facilement la recharge à domicile, en maison individuelle. On l'adresse aussi sur site, en itinérance, et puis, bah, la grande question, c'est: j'habite dans une grande agglomération, qu'est-ce qui va advenir finalement de mon véhicule électrique, puisque je ne pourrai pas le recharger? Habitant Paris par exemple, je n'aurais pas la possibilité de le charger. On a signé un partenariat avec YesPark. Donc YesPark, si vous ne les connaissez pas, hein, c'est des gestionnaires de parking. On les retrouve
pas où il y a forcément des parkings Indigo, puisqu'il vient adresser plutôt des parkings résidentiels ici, des parkings souterrains résidentiels au sein des agglomérations. Et donc, du coup, finalement, on les retrouve en dehors, plus proche des domiciles des collaborateurs. YesPark donc équipe une partie de leur place de parking en borne de recharge, ce qui est assez intéressant du coup. Donc avec des tarifs qui sont très avantageux, pas de frais d'installation notamment au niveau de la borne. Vous payez le loyer de la place, un coût au kilowattheure qui reste raisonnable, hein, puisqu'on est à 30 centimes du kilowattheure et sans aucun engagement. Donc l'idée ici, c'est que via ce partenariat, de manière, j'ai envie de dire, assez transparente. On vous donne le lien avec des tarifs négociés avec YesPark pour vous donner la possibilité. Donc, à voir, hein, si vous avez un collaborateur qui notamment habite dans une grande agglomération, il suffira de regarder avec ce lien s'il a un parking à proximité de disponible et voir peut-être y souscrire demain. Une bonne solution d'appoint effectivement, Oui. notamment, peut-être pour le cas des personnes qui habitent en copropriété, le temps que l'installation puisse avoir lieu en copropriété, finalement avoir recours à un parking à proximité, un parking YesPark, donc YesPark Recharge. Dernière partie de notre webinaire avant de rentrer dans le dur des questions, on va dire. En termes de méthodologie et d'accompagnement, alors, comment est-ce que, ALD LeasePlan, peut vous accompagner sur ce sujet-là? Tout d'abord, évidemment au quotidien avec les équipes, commerciales, ALD LeasePlan et puis également avec les équipes consulting, qui, finalement vont pouvoir vous accompagner un petit peu dans tout ce parcours-là. On a une démarche là que vous voyez à l'écran, qui, autour de 5 grandes étapes. Le 1er niveau d'accompagnement, quelque part, c'est un peu l'exercice que l'on fait aujourd'hui, mais c'est d'abord de vous apporter un maximum d'informations sur la réglementation, sur le marché, sur la fiscalité, sur l'évolution des TCO. Donc ça, c'est un 1er niveau. Le 2e niveau d'accompagnement, et là, c'est plutôt en général, par contre, une prestation que l'on va facturer parce qu'il y a pas mal de traitements de données à effectuer. En fait, on peut vous accompagner sur, l'analyse de vos données de flotte, alors que état de parc, données de télématique si elles sont disponibles ou sinon également on peut vous proposer de réaliser des enquêtes auprès, de vos collaborateurs, pour en fait avoir une meilleure compréhension, à la fois de l'usage qui est fait du véhicule, parce que finalement quand on s'intéresse à l'électrique, à l'électrification, on se rend compte que c'est pas suffisant d'avoir le kilométrage annuel. Il va falloir s'intéresser un peu plus de la manière dont est utilisé le véhicule, entre la partie pro, la partie perso, la fréquence de déplacement longue distance et cetera. Donc c'est des choses que l'on peut analyser à travers justement de ces données télématiques ou d'enquêtes. Les enquêtes aussi sont intéressantes parce qu'elles nous apportent des informations aussi sur le profil de collaborateurs, pouvoir identifier effectivement votre potentiel d'électrification en fonction, voilà, des populations parfois, sédentaires, d'autres itinérantes, de la part de personnes qui habitent en maison individuelle, là où on sait que ça sera, quand même beaucoup plus facile à équiper, d'une borne au domicile que, les personnes qui habitent en copropriété. Voilà, pas mal de questions autour de ces sujets-là et puis le 3e intérêt aussi des enquêtes, c'est que, ça va permettre de voir en face. On se positionne telle ou telle alternative électrique ou hybride rechargeable éventuellement, mais c'est là qu'on voit vraiment que l'électrique tire vraiment son épingle du jeu en termes de TCO, en tout cas au moins, sur les véhicules particuliers. Une fois qu'on a décidé de grandes mesures, en termes de déploiement de solutions de recharge ou de solutions de mobilité, en fait, on se rend compte qu'il faut remettre un petit peu à plat, la charte de mobilité,
ou la note de service relative aux véhicules de fonction, aux véhicules de service, parce que voilà, tous ces sujets-là, ça amène de nouvelles questions, des nouvelles règles, et tout ça, il faut le mettre noir sur blanc. Donc, c'est ce que l'on propose au travers d'ateliers autour de la mobility policy, en fait. Et puis la 5e phase, c'est de vous accompagner au moment du lancement, notamment d'une nouvelle car policy intégrant du véhicule électrique, en termes de communication vis-à-vis de vos utilisateurs. Parce qu'il y a quand même, il ne faut pas se le cacher, il y a quand même beaucoup d'appréhension, d'anxiété, parfois même, ça peut aller jusqu'à de l'hostilité sur le véhicule électrique, pour de bonnes et de mauvaises raisons. On peut vous accompagner, notamment dans cette communication, en organisant soit des événements sur site, sur vos sites, ou soit des webinaires en distanciel à destination des utilisateurs pour expliquer un petit peu, le véhicule électrique, ce qu'il permet de faire ou pas, en matière d'autonomie, expliquer la recharge, comment utiliser au mieux un véhicule électrique. Voilà, démystifier un petit peu tout ça, parce qu'il y a encore beaucoup d'a priori qui collent aux véhicules électriques, qu'on se propose voilà de rectifier au travers de cet exercice des webinaires, en fait. Et justement, hein, ça répond à une des questions. Faut-il encore convaincre les collaborateurs qui ne sont pas prêts aujourd'hui à sauter le pas? Cette partie implémentation, communication est vraiment très importante. D'une part, parce que vous allez lever certains boucliers hein, que pourraient avoir, certains a priori, comme le disait David, que pourraient avoir les collaborateurs, les rassurer plutôt. Et puis d'autre part aussi, c'est leur proposer peut-être des solutions avantageuses qu'ils n'auraient pas auparavant d'accompagnement et donner envie finalement, et on le verra en conclusion, hein, ça fait partie des enjeux aussi quand on électrifie une flotte, c'est donner envie et via ces webinaires, on vous aide justement à aller non pas convaincre, mais persuader, j'ai presque envie de dire, les collaborateurs à passer sur l'électrique en levant ses freins. Alors, il ne s'agit pas non plus de forcer les choses, et pour des Oui, collaborateurs qui ne seraient pas dans la cible, de leur faire de mauvais choix, mais ouais, c'est simplement d'expliquer les choses sur l'électrique, surtout de démystifier, ouais, tout ça, en fait. Hem, Également des mesures d'accompagnement en matière de mobilité qui peuvent oui. aussi, être intéressants en termes de déploiement. Oui, effectivement, et on se rend compte que la voiture finalement, la très grosse voiture au quotidien, à un moment donné, a peut-être ses limites et notamment quand on est en grande agglomération, on est pour beaucoup d'entre nous autosolistes, hein, comme on le dit dans sa voiture. Et finalement, on peut se dire: «Pourquoi pas demain, passer sur une plus petite voiture et compléter par d'autres offres de mobilité que vous voyez à l'écran ici, notamment et qu'on adresse, hein, chez ALD Automotive, donc une offre bike à voir, et d'ailleurs, David, je pense, en est le parfait exemple, hein, puisque lui-même, a un véhicule de fonction et un vélo pour venir au quotidien. Donc il peut aussi mixer sa mobilité puisque c'est un vélo pliant, hein, donc voilà, donc c'est aussi ça, hein, compléter sa mobilité. Une offre Switch, bah oui, parce que finalement j'ai un véhicule, un petit véhicule au quotidien, ça me suffit au quotidien, un petit véhicule électrique même. Et puis, moi comme beaucoup de personnes, je pars en vacances avec des amis, avec, de la famille. J'aurais peut-être besoin à ce moment-là d'un véhicule un peu plus grand, peut-être même thermique, hein, pour éviter ce frein, hein, qu'on aurait au travers du véhicule électrique et donc passer de 30 à 60 jours par an sur ce type de véhicule-là, via une offre, hein, qu'on a nommée chez ALD et qui fonctionne maintenant depuis quelques années, ALD Switch. Dernière nouveauté chez ALD, c'est de se dire toujours, hein, j'ai, un véhicule de fonction. Vous connaissez très probablement l'offre ALD Move, hein, qui vous permet de bénéficier d'un crédit mobilité partiel ou total. Et ben, cette offre ALD Move, on l'a enrichie chez ALD Automotive avec ALD Move and Rail, qui vous permet notamment avec un partenariat qu'on a signé avec SNCF Connect, d'aller un peu plus loin en vous disant, finalement, j'utilise ma voiture au quotidien et j'utilise le train longue distance quand j'ai besoin de partir justement en vacances et puis, de pouvoir profiter d'offres avantageuses autour de SNCF, mais pas que, hein, aussi ses partenaires avec l'offre Move and Rail. Donc, n'hésitez pas à solliciter en tout cas vos interlocuteurs commerciaux au quotidien qui pourront vous aider justement à bâtir cette offre mobilité, je dirais presque personnalisée par collaborateur. Merci Alexandre pour ces précisions. Avant de passer aux questions, on vous propose en termes de méthodologie là, on a noté quelques points de synthèse. Alors déjà une idée clé quand même, c'est que même si l'idée aujourd'hui n'est pas forcément d'électrifier l'ensemble de la flotte, même si certains sont arrivés à ce stade-là, mais
globalement, selon l'activité d'entreprise, selon les usages, c'est pas toujours, aujourd'hui encore, possible. Malgré tout, ce qu'on voit quand même au quotidien, c'est que beaucoup de gestionnaires, beaucoup de responsables de mobilité, ont tendance quand même un peu à sous-estimer, leur potentiel, d'électrification. Heu, Souvent, on fait de nombreux rendez-vous, avec les équipes ALD LeasePlan, donc avec nos clients, et tout de suite, on aborde de suite la question des gros rouleurs. Alors certes, il y a des gros rouleurs, mais c'est pas non plus forcément la majorité des collaborateurs, et qu'aujourd'hui, on peut envisager, on l'a vu parfois, des trajets de longue distance, donc on peut aller sur des kilométrages, voilà, le véhicule électrique n'est pas, en tout cas, un véhicule qui est réservé uniquement, aux grandes agglomérations. Bien au contraire, on fait aujourd'hui beaucoup de choses avec un véhicule électrique, en l'occurrence. Alors en termes de méthodologie, ce qui nous semble essentiel, c'est un sujet qui reste quand même assez complexe, en fait, à déployer, ça c'est certain, qui ne peut pas être déployé uniquement, par le fleet manager. C'est vraiment une démarche d'entreprise, donc ça nécessite d'impliquer d'abord la direction et puis ensuite toutes les parties prenantes, d'engager, l'ensemble des parties prenantes, donc direction, les services RH, la RSE, évidemment également, la finance. Heu, on se propose, nous, dans les rendez-vous que l'on fait, au quotidien aussi, d'inviter, toutes ces personnes autour de la table, ne serait-ce que pour que chacun ait un niveau d'information à peu près homogène sur ces sujets-là, parce que là aussi, tout le monde ne part pas du même point de départ. Donc ça nous semble important. Heu, Se définir une trajectoire, des objectifs, ça c'est important, sinon on ne sait pas, exactement où on va. On peut vous également, lorsque vous avez défini un objectif qui est un peu lointain, du style horizon 2028-2030, on a aussi un outil, ce qu'on appelle nous le net zéro programme, qui permet on vous aide en fait à dire voilà, OK, si on veut arriver à moins 50 d'émissions de CO2 sur la flotte à tel horizon, bah, en fait, on va découper l'objectif et on va dire voilà, ça veut dire que l'année 1, il faut à minima renouveler X pour cent. L'année 2, voilà, en fonction là aussi du cycle de renouvellement des véhicules en fait, hein. Indispensable, évidemment, adopter l'approche TCO telle qu'on a pu le voir tout à l'heure. On voit, qu'en adoptant cette approche-là, finalement, on voit aussi l'intérêt qu'il peut y avoir, dans bon nombre de cas, en tout cas, à passer sur, de l'électrique par rapport à repartir sur un nouveau cycle en thermique, surtout au vu de la fiscalité qui nous attend là sur 2024, donc où les écarts vont encore se creuser. Analyser, on l'a dit aussi au travers des enquêtes, de la télématique, les usages pour, vraiment cibler, bah, les collaborateurs, pour qui le véhicule électrique ne va finalement pas représenter une grosse contrainte parce que, aujourd'hui, même pour un collaborateur qui fait, 200-300 kilomètres par jour, dès lors qu'il a de quoi recharger sur son lieu de travail ou à son domicile, finalement, il n'aura voilà, l'usage du véhicule électrique ne représentera pas une contrainte. Finalement, il devra recharger de temps en temps sur la voie publique, mais pas tant que ça finalement. Donc ça, c'est un élément, essentiel. Heu, la plupart de nos clients démarrent, petits, en mode, test and learn, en faisant un pilote, après avoir identifié peut-être, le ou les sites où c'est peut-être, plus facile de démarrer, et puis ensuite vont, capitaliser, ça nous semble être une bonne pratique, sur les ambassadeurs. Donc c'est important aussi de ne pas se tromper, au départ, pour, pas, susciter de frustration, de mauvaises expériences, et là aussi parce qu'on a besoin de convaincre en fait, hein. Référencer les bons modèles, donc les équipes ALD LeasePlan sont évidemment à votre disposition. On a vu que, voilà, il y avait beaucoup de modèles maintenant présents sur le marché. Maintenant tous ne se valent pas en termes d'autonomie, en termes de capacité de recharge. Parfois, la capacité de recharge dépend aussi du fait de prendre certaines options ou même parfois tout bêtement les bons câbles. Donc tout ça, évidemment, on vous accompagne là-dessus. Là aussi, ça fait partie de la bonne expérience, pour les premiers users, on va dire. Hem, Anticiper, l'installation de bornes de recharge en entreprise, et comme l'a dit Alexandre, vraiment, partir de suite sur des systèmes permettant une supervision et donc un pilotage intelligent, des bornes de recharge. Parce que là aussi, ça représente un investissement assez important, donc l'idée, c'est quand même de pouvoir les partager.
La recharge au domicile, même si aujourd'hui on ne peut pas la déployer à la même vitesse évidemment entre les copros et les maisons individuelles, on peut déjà se dire quand même que, aujourd'hui, pour beaucoup, la majorité des collaborateurs sont en maison individuelle. Tout dépend encore de la localisation de l'entreprise, mais, au niveau national, c'est plus de 55 à 60 je crois des personnes qui habitent en maison individuelle. Donc là, c'est quand même assez, relativement aisé de pouvoir équiper les collaborateurs. Donc il faut vraiment pas s'en priver et ça nous semble être indispensable parce que finalement, beaucoup de collaborateurs aujourd'hui ne peuvent pas recharger sur le site de l'entreprise parce qu'ils sont itinérants, techniciens de maintenance, commerciaux, et cetera. Donc la recharge à domicile va représenter quand même une bonne partie de la solution. Les mesures d'accompagnement, on en a vu plusieurs avec Alexandre, le crédit mobilité partiel avec Move and Rail, le switch, pourquoi pas le vélo également qui peut répondre à certains besoins. Voilà, bon, c'est celle que je citais là justement aussi. L'autopartage, d'ailleurs, on a une question sur l'autopartage. Oui, oui, tout à Alexandre est fait. notre grand spécialiste d'autopartage. Donc oui, on peut vous proposer des solutions, d'autopartage avec, Mmh. l'application LD Sharing, pour, voilà, réserver des véhicules, Et vous avez, la question était assez intéressante d'ailleurs parce que, effectivement demain peut-être qu'on n'aura pas un véhicule en face de chaque collaborateur. D'ailleurs, certaines entreprises se disent au sein d'un même service sur 4 personnes, alors c'est pas anodin, vous verrez 4 personnes, mais je peux partager en fait ce véhicule, et pourquoi pas l'ouvrir aussi à de l'usage perso, hein, ce véhicule-là.